Bonjour à tous, bonjour Romain Lasseur. Bonjour. Vous êtes scientifique, vous êtes spécialiste des espèces envahissantes, spécialiste en toxicologie animale. C'est ça. Et aujourd'hui, on souhaitait vous inviter pour parler du sanglier. Alors le sanglier, c'est un thème qu'on retrouve énormément dans les médias, parce que des sangliers, il y en a de plus en plus en France. Comment c'est venu cette évolution en l'espace de 30, 40, 50 ans des sangliers en France? Parce qu'il y a 30 ou 40 ans, il n'y avait pas autant de sangliers en France. Oui, c'est ça. En fait, je pense que c'est pas propre aux sangliers, c'est propre à toutes ces espèces qui sont rentrées dans le grand processus du plan de chasse. Donc en fait, je dirais plutôt une rareté de ces grands ongulés en France qu'on a souhaité se voir développer. Vous pouvez expliquer le plan de chasse, en fait, c'était quoi Alors l'objectif? le plan de chasse, c'est donc les instances fédérales en France, donc notamment les fédérations départementales des chasseurs, en relation avec les préfectures, qui ont tenter de compter les animaux par unité de gestion ou par territoire, d'essayer d'en définir le nombre, soit de manière exacte, soit de manière indiciaire, en échantillonnant les populations et en donnant simplement qu'une partie de cette population comme quota de chasse annuel. Ça voulait dire qu'effectivement, la chasse n'allait pas prélever plus que l'accroissement naturel de la population annuelle. Ce qui fait que mécaniquement, on a des populations qui se sont développées. C'est vrai pour le sanglier, c'est vrai pour le cerf, c'est vrai pour le chevreuil. Je rappelle simplement quelques chiffres des années 70. Le sanglier, c'était 35 000 sangliers en France. On en a prélevé près de 850 000 en 2022. Oui, 35 000 sangliers tués en France à l'époque. Et si on regarde le chevreuil, c'était 50 000 chevreuils. Et aujourd'hui, on en prélève à peu près 600 000. Et concernant les grands cervidés, c'était moins de 5 000 cervidés en 1970 et c'est près de 75 000 aujourd'hui. Donc, en fait, le plan de chasse a été très bénéfique en France et a permis, effectivement, d'une part, de maintenir ce nombre de chasseurs hors normes en France par rapport aux autres pays européens et d'autre part, permis également à plein de gens de voir ces animaux qui avant étaient beaucoup plus discrets parce que moins nombreux. Donc les chasseurs, pour le coup, ont eu un vrai impact positif sur l'évolution de la faune sauvage en France. Ah oui, ça c'est en tout cas, quand on regarde ces espèces-là, c'est évident. Alors, on parle du sanglier en France. Est-ce qu'on a un peu un état de lieu de ce qui se passe chez nos voisins européens, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne Oui, alors on constate dans ces pays-là, parce que c'est des pays qui ont adopté à peu près les mêmes pratiques de prélèvement que nous, on constate à peu près la même évolution. En Italie, on estime la population de sangliers à plus de 2 millions de sangliers en Italie. Des chiffres qui sont par ailleurs très importants aussi en Espagne. L'Allemagne n'est pas en reste, puisqu'on pense qu'il y a à peu près 600 000 sangliers prélevés en Allemagne. Donc en fait, en fonction des populations et du nombre d'individus prélevés, on s'aperçoit que cette tendance-là, c'est une tendance européenne, c'est pas une tendance qui est propre à la France. Donc une tendance européenne. Mais alors, qu'est-ce qui concrètement a fait qu'en l'espace de 20, 30 ans, le sanglier s'est autant développé? Alors, il faut voir qu'on a également eu, et je pense que c'est important pour essayer de comprendre aujourd'hui, de regarder un petit peu ce qui s'est fait hier, c'est-à-dire qu'on a une fracture notamment dans le monde agricole par la mécanisation, le remembrement, la politique agricole commune qui a fait que là où dans les années 50, 60, 70, on avait des territoires qui étaient très propices, parce que très biodiverses, notamment en insectes qui étaient très propices à ce qu'on appelait la petite faune sédentaire de plaine. Et puis finalement, au fur et à mesure des remembrements, de la mécanisation agricole, la mondialisation des échanges des denrées agricoles. Pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, le remembrement, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est? Alors le remembrement, c'est regrouper plein de petites parcelles pour en faire une grande. Globalement, c'est à peu près ça, et de manière à ce que ces parcelles-là soient mécanisables, parce que de moins en moins d'exploitants agricoles, de moins en moins de personnel sur l'exploitation agricole, donc de plus en plus besoin de faire appel à la mécanisation agricole dans un contexte de mondialisation des échanges et dans un contexte de fixation mondiale du prix du blé, clairement. Et donc justement, en quoi ça a un impact direct sur l'évolution des populations de sangliers, le fait d'avoir justement eu ce remembrement des grandes parcelles? Oui, alors c'est là effectivement où le lien est parfois pas si évident que ça à faire. On a eu en tout cas une restructuration du milieu favorable à la petite faune sédentaire de plaine, avec l'espèce numéro 1 du carnier du chasseur dans ces années-là, qui était le lapin de graine, avec effectivement des maladies qui sont passées, la myxomatose notamment, une restructuration du milieu de vie, notamment du lapin de graine, qui reste opportuniste, mais qui est quand même une espèce sensible au changement du milieu. Donc tout ça faisant que cette petite faune sédentaire de plaine, on a constaté une vraie érosion
aidés par la prédation, hein, bien entendu. Donc en fait, on a eu en même temps la mise en place du plan de chasse sur ces grandes espèces d'ongulés sauvages. Et donc on a eu un report de l'intérêt du monde de la chasse pour la petite faune sédentaire de plaine vers le sanglier en particulier. On est passé d'un gibier de fond de chasse qui était le lapin de Garenne à 40 ans plus tard, qui est devenu le sanglier, avec un espoir de pouvoir prélever un sanglier quand je vais à la chasse le dimanche. Mais est-ce qu'il y a eu une évolution dans les cultures, dans ce qu'on cultive, et qui fait qu'aujourd'hui les sangliers ont plus à manger qu'à l'époque, justement ? Alors, les cultures, je dirais qu'elles sont à l'image de la fixation des prix, et notamment des céréales au niveau mondial. Donc, on va cultiver ce qu'on espère vendre le plus cher possible la veille ou à des prix fixes l'année suivante, ou à des prix fixes qui sont fixés par la coopérative. Donc, en fait, l'assolement sur les exploitations, il se fait effectivement en fonction des grandes tendances du trading des céréales, de la valeur des céréales au niveau mondial, départ des grands ports européens. Donc, en fait, on a vu des assolements courts, donc blé, pois, colza. On a vu une forte apparition du maïs également, à la fois pour de l'ensilage, en soutien à l'élevage, mais aussi à la fois pour du maïs grain, pour la nutrition animale, mais aussi du maïs, à l'instar de ce qui se passe au Brésil, du maïs utilisé pour fabriquer de l'alcool. Et donc, en fait, les assolements ont vraiment été modifiés par ces grands enjeux, je dirais, économiques, agricoles. Et donc, une fracture du monde de la chasse plutôt basée sur le prélèvement de la petite faune sédentaire de plaine vers des ongulés sauvages, et notamment le sanglier, qui lui est beaucoup moins sensible aux variations du milieu, puisque le sanglier, à partir du moment où il a à manger, et en particulier du maïs, et c'est là que le lien se fait, en particulier du maïs, c'est ça. Avec de l'agrainage au départ dissuasif, puis de l'agrainage qui a été un peu trop intensif. Alors, quand on parle d'agrainage dissuasif, qu'on comprenne bien, très concrètement, des agriculteurs ont des exploitations avec par exemple du maïs. C'est ça. Et pour éviter que les sangliers viennent manger le maïs, ils font de l'agrainage dissuasif, et qui est situé à quel endroit, qui est positionné où ? Alors, il y a deux possibilités. Les sangliers qui sont plutôt dans les forêts, soit on met une clôture et on les empêche de sortir dans le maïs, et ça, c'est le choix d'un certain nombre de territoires de chasse pour, d'une part, concentrer les sangliers, éviter que ce soit les voisins qui les tirent, et puis éviter qu'ils sortent dans les champs de maïs. Soit on répand de manière complètement éparse du maïs sur le sol forestier, de manière à ce que le sanglier puisse avoir l'espoir de trouver des grains de maïs sous les feuilles, mais passe suffisamment de temps en forêt à chercher ces grains de maïs pour éviter qu'ils sortent dans les champs. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'agrainage dissuasif, c'est que je répands une nourriture qu'est le maïs, qui est une nourriture qu'il adore, dans le milieu forestier pour cantonner le sanglier dans le milieu forestier, afin d'éviter les dégâts agricoles qui se chiffrent à plusieurs millions d'euros en France. Parce que de base, le sanglier, qu'est-ce qu'il va manger en dehors justement des cultures qui n'étaient pas son alimentation naturelle, je dirais, de base? Ouais, en fait, le sanglier, c'est avant tout un consommateur de fruits forestiers, un gland faune, consommateur également de vers de terre, consommateur de petits rongeurs du sol, donc c'est un petit peu de végétation également, donc c'est avant tout un consommateur de nourriture complètement sauvage, et avec l'avènement du maïs, au travers notamment de l'agrainage dissuasif, puis de l'agrainage intensif sur un certain nombre de territoires, pour avoir l'espoir d'avoir des tableaux de chasse importants, en fait, on en a fait une espèce qui a complètement exploité son caractère envahissant, puisque pas du tout dépendant du milieu dans lequel il grandit. Ok, donc aujourd'hui, on peut qualifier cette espèce d'envahissante en France ? En tout cas, là, on a toutes les caractéristiques. Quand on voit les articles qui passent dans la presse, on croise des sangliers qui font les poubelles dans un certain nombre de communes. C'est-à-dire que mais c'est le cas en Italie aussi, c'est le cas dans d'autres pays en Europe. Giorgia Meloni a fortement réagi sur ces sujets-là. On s'aperçoit que la chasse a été réautorisée dans la ville de Rome. Donc ça veut dire quand même que on a une problématique avec cette espèce qui, si on ne la cantonne pas dans son milieu de chasse par de l'agrainage dissuasif, ça veut dire que la quantité d'animaux par hectare doit être raisonnable par rapport à la quantité de nourriture qu'on disperse au sol. Ne pas basculer dans l'agrainage intensif, pour pas faire de l'élevage en plein air, c'est clair, pour un espoir de tableau de chasse long comme la maison. L'idée, c'est vraiment d'éviter que cette espèce exploite son caractère envahissant, parce qu'elle en a toutes les caractéristiques. Ouais. Est-ce que les changements climatiques qu'on peut observer dans certaines régions, comme le sud de la France ou ailleurs, ont une incidence aujourd'hui sur les naissances, par exemple, des animaux. On sait que ces dernières années, par exemple, on a eu des hivers qui étaient plutôt cléments. Ça a eu une incidence sur les populations de sangliers ?
Bah forcément sur toutes les espèces, parce qu'en fait l'adoucissement des hivers améliore un indicateur qu'on appelle le recrutement de jeunes, c'est-à-dire la survie des jeunes pendant la période critique. Donc forcément des hivers plus doux, forcément des portées, dans lesquelles on observe moins de mortalité. Je rappelle simplement le sanglier, c'est à peu près 2 portées tous les 18 mois. Voilà, où on dit également 3 portées tous les 2 ans. C'est à peu près les chiffres de 4 à 8 petits, hein, donc des marcassins qui vont rester 7-8 jours dans le chaudron, puis ensuite être quasiment autonomes et puis se mettre à exploiter le milieu, se mettre à... Ça veut dire que si d'une année sur l'autre, vous ne chassez pas sur un territoire, votre population, s'y a mangé évidemment, Bien sûr. elle va quoi ? Elle va doubler ? Ouais, dans les bonnes années, dans les mauvaises années, c'est 100% de croissance et globalement, dans les très bonnes années, c'est bien plus que ça, 150-180% de croissance. Donc en fait, oui, ce facteur de croissance de la population est clairement le démonstrateur qu'on est face à une espèce qui n'est dépendante que d'une chose, la ressource alimentaire et la capacité à se reproduire. D'accord. Et que vous mettiez ces sangliers dans un bois, dans un champ, quel que soit le milieu dans lequel cette espèce va terminer, elle va exploiter son caractère envahissant à partir du moment où elle a de la nourriture. Ce qui fait par exemple qu'on va retrouver un peu moins de sangliers dans les montagnes, en haut de montagne, etc. Exactement. Des hivers plus rudes et puis une ressource alimentaire qui se fait plus rare, oui. Est-ce que aujourd'hui, on a de plus en plus d'urbanisation à la campagne ? Pour reprendre l'exemple du sud de la France, il y a des endroits et des villages aujourd'hui où il y a de plus en plus de villas et autres, où les sangliers se sont carrément installés en fait au milieu de ces maisons, donc forcément sont moins facilement chassables. Est-ce que ça aussi, c'est une problématique sur l'évolution des populations de sangliers ou pas vraiment ? Oui, en fait, c'est clairement un autre axe d'adaptation de l'espèce. C'est que l'espèce, elle va aller là où elle peut se remiser tranquillement pendant la journée et puis sortir la nuit. On voit bien quand vous faites une réserve au milieu d'un territoire de chasse, globalement, vous voyez des indices de sangliers et vous ne les levez jamais. Donc clairement, le milieu urbain se comporte de la même manière, qui plus est avec des gens qui sont de plus en plus anti-chasse, puisque des néo-urbains qui deviennent des néo-ruraux, clairement ne veulent pas avoir de chasseurs chez eux. Donc même si le règlement des ACCA donne un certain nombre de droits aux chasseurs, n'empêche que le droit de soustraction de son territoire à la chasse est de plus en plus exercé, de plus en plus d'informations auprès des maires pour pouvoir retirer des territoires à la chasse fait que on crée des remises pour le sanglier chez des gens, souvent anti-chasse, qui n'ont pas supporté les dégâts que ces sangliers font. Donc c'est aussi là une aberration. Soit je garde des sangliers chez moi, je suis anti-chasse et auquel cas je gère les sangliers et je prends en charge les dégâts, soit je demande au monde de la chasse de prendre en charge les dégâts et auquel cas l'exercice de la chasse doit pouvoir s'opérer sur ces territoires. Aujourd'hui, en monde urbain, on a une vraie fracture entre le monde rural et le monde urbain, avec des gens qui ne comprennent plus forcément le mode de vie rural, et notamment un certain nombre d'activités qui sont attenantes, comme la chasse. Donc c'est des vrais Eldorado pour les sangliers, c'est clair. Parce que pour que tout le monde comprenne, lorsque le sanglier fait des dégâts sur un territoire, dans un champ par exemple, qui va payer les dégâts ? Alors ces dégâts aujourd'hui sont intégralement supportés par le monde de la chasse, et notamment c'est la raison pour laquelle les chasseurs doivent payer. Et pourquoi c'est au monde de la chasse de payer ces dégâts-là ? Parce qu'on part du principe que c'est une espèce qui est chassable, et qui est soumise au plan de chasse, et notamment sous couvert de la politique départementale qui est gérée par les fédérations départementales des chasseurs. Donc on part du principe que ces dégâts au monde agricole sont à la charge du monde de la chasse. Et à la responsabilité des chasseurs, en fait. Et à la responsabilité des chasseurs. Sauf que on prend cette espèce qui a un caractère envahissant, on la met en milieu urbain, elle va aussi faire des dégâts. Il y a notamment des accidents, il y a des routes sur lesquelles on a constaté régulièrement de collisions. Et donc, qui doit prendre en charge en fait ces dégâts à partir du moment où l'exercice de la chasse et la gestion de cette espèce envahissante, je le rappelle, la chasse n'est qu'un outil au service de cette espèce envahissante. Il y a aussi d'autres techniques qui peuvent être abordées, notamment on le voit aussi en Suisse avec des gens fonctionnalisés qui vont gérer ce type d'espèces. Ouais. Donc il y a plein d'outils au service de la gestion de ces espèces. Moi, ce que je dis là, c'est qu'effectivement, il ne faut pas laisser cette espèce exploiter son caractère envahissant. Est-ce que le sanglier a quand même un impact potentiellement positif sur la biodiversité ?
Bah, ça dépend de sa densité, je dirais. Ouais. Ça dépend de la densité. Si on est sur une densité naturelle à quelques individus à l'hectare, je dirais qu'effectivement, en termes d'aération des sols, en termes de germination des fruits forestiers, ça a clairement un impact intéressant. En termes de diversité végétale, ça a un impact intéressant. Maintenant, s'il y a une densité qui approche plutôt la densité commerciale, je dirais que l'impact, il est uniquement négatif. Donc non, n'allons pas chercher l'espèce de mot-clé un peu magique de biodiversité pour soutenir le fait qu'on a une surcharge de sangliers à l'hectare. Non, ça n'a aucun sens. C'est pas possible. Aucun sens. Quel serait le bon ratio d'une population de sangliers en France? Est-ce que là aujourd'hui il y a un peu plus de 840 000 sangliers qui ont été 142 000, ouais. Ça serait quoi? Est-ce que peu importe, ça dépend vraiment du secteur, ça dépend vraiment de l'environnement. Il y a des cultures. Est-ce qu'il faudrait baisser de 50%, de 30%, de 80% le nombre de sangliers en France? Je dirais qu'il y a autant de ratios que de territoires. Je dirais qu'on est cette espèce de sacro-saint équilibre agro-sylvo-cynégétique. Ça veut dire qu'effectivement, l'objectif en termes de population de sangliers ne sera pas le même vu par des forestiers, vu par des agriculteurs, des chasseurs et des protecteurs de la nature. Néanmoins, le bon ratio, c'est celui qui va convenir au plus de monde autour de la table. Le bon ratio, c'est d'abord celui qui ne va pas provoquer des dégâts en agriculture, ça c'est sûr. Parce qu'on a beau dire, ouais, les agriculteurs, ils ont des primes, ils reçoivent des subventions, on leur finance les dégâts, mais c'est pas une solution. L'idéal, ce serait qu'ils n'en aient pas. L'agriculteur, lui, il souhaite vivre de sa récolte et vivre de son métier. Il ne souhaite pas forcément être subventionné parce que le monde de la chasse lui envoie des sangliers dans ses champs. C'est ça le sujet. Et puis après, c'est aussi, attention, je pense, devenu un gibier très emblématique pour le monde de la chasse, notamment de l'implication des chasseurs dans la volonté d'aller à la chasse et de prendre leur permis tous les ans. Donc ça veut dire que il faut également que ce soit une densité qui soit de nature à intéresser les chasseurs. Sinon, tout le monde va raccrocher le fusil, j'imagine. C'est pas, je connais pas trop cette activité-là, mais globalement, je pense qu'il faut également que ça reste intéressant pour le monde de la chasse et que ça reste intéressant pour les forestiers. On s'aperçoit que les grands cervidés, par exemple, c'est le grand écart entre les objectifs des agriculteurs, les objectifs des forestiers et les objectifs des chasseurs, parce que là, il y a une vraie déprédation sur la forêt et sur la potentielle régénération forestière. Donc en fait, il n'y a pas de bon ratio. Tous les ratios sont bons à partir du moment où ça convient à l'ensemble des parties prenantes autour de cette problématique. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une 50aine d'années, le gibier phare en France, c'était le lapin. Aujourd'hui, par rapport au nombre d'animaux qui sont prélevés, c'est le sanglier. On sait que le chasseur chasse le sanglier, mais il chasse d'autres espèces. En imaginant demain qu'il y ait une baisse drastique du nombre de sangliers en France, on aurait potentiellement une baisse aussi logique du nombre de chasseurs, mais de ces chasseurs-là qui aussi investissent les terrains, les territoires, prennent du temps. Et ces territoires, lorsqu'ils sont gérés, c'est bénéfique pour la biodiversité. Est-ce que si demain, on baissait cruellement les populations de sangliers, ça pourrait avoir un impact indirect sur l'économie de la chasse et donc indirectement l'économie faunistique, on va dire, qu'il y a autour de cette chasse? Je pense que le monde de la chasse n'a aucun intérêt à baisser le nombre de sangliers en France. Je crois que c'est assez clair. Aujourd'hui, c'est devenu l'espèce emblématique de la chasse. Celle qui fait, je pense, se lever tous les chasseurs le dimanche matin, j'imagine. Donc l'intérêt pour le monde de la chasse en France de réduire drastiquement le nombre de sangliers, il n'y en a aucun. Clairement, il n'y a aucun intérêt. Après, bien sûr, si on réduit le nombre de sangliers, l'espoir de capture de nombre de sangliers par chasseur du coup diminue, donc on a forcément de la démobilisation d'un certain nombre de chasseurs, de la déception, et donc des chasseurs qui vont raccrocher. Et là où effectivement ça peut avoir un effet pervers, c'est que on va également avoir un impact sur l'aménagement des territoires. Parce qu'aujourd'hui, oui, on voit le chasseur assez dogmatique dans la presse, avec une image qu'on aime bien lui mettre sur le dos. N'empêche que ces gens, ils ne sont pas sur le terrain que pendant la période de chasse. Et le reste de l'année, eh bien, ils sont au chevet de la forêt, ils sont au chevet des aménagements. Qu'est-ce qu'ils font? C'est important pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le monde de la chasse. Qu'est-ce qu'ils font, ces chasseurs, justement? Parce qu'ils chassent pendant la saison de chasse, mais en dehors de la saison de chasse, qu'est-ce qu'ils font sur les territoires qui fait que ça a un impact sur la biodiversité? Ne serait-ce qu'en agrénant les sangliers, si c'est fait de manière dissuasive, vous n'avez pas que des sangliers qui se nourrissent, vous avez des petits rongeurs en forêt, vous avez des oiseaux, donc il y a un certain nombre d'espèces qui en profitent indirectement, ça c'est sûr. On maintient des milieux très ouverts, on maintient des milieux très fermés, donc l'alternance des milieux
crée ce qu'on appelle en écologie l'effet de bordure. Donc l'effet de bordure, il est assez intéressant sur un certain nombre d'espèces, notamment en plaine, mais aussi en milieu forestier. Il aère les sols. Donc en fait, oui, je pense que ce sanglier, on ne peut pas remettre en cause son rôle écologique. On peut parler aussi d'autres espèces comme le chevreuil, comme le loup. On ne peut pas effectivement défendre un grand retour du loup en France sans laisser également une place au sanglier dans l'écosystème. Ouais. Qui sommes-nous pour pouvoir juger de la place de l'une ou l'autre des espèces dans l'écosystème? C'est juste que ces écosystèmes, on les a dévoyés à notre intérêt. Et donc aujourd'hui, il s'agit de rétablir un certain équilibre. Donc, par contre, c'est sûr que si demain, drastiquement, le nombre de sangliers diminue en France, on aura forcément un impact négatif sur le monde de la chasse, mais également un impact négatif sur les aménagements du territoire et sur la motivation des gens. Ça, c'est sûr. D'accord. Merci beaucoup, Romain. Avec plaisir. Merci.